Bonjour, monsieur Eric. Bonjour, monsieur les journalistes. Oui, moi je suis Eric, enseignant à l'Université pédagogique nationale UPenn. Je suis aussi dans les services publics d'emploi de la RDC. Je suis promoteur d'une part d'un incubateur intitulé et dénommé plutôt Urgence Emploi. Et je suis aussi promoteur d'une école nommée Collège Saint-Éric et Gisèle. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Eric, pour votre présentation. Alors, d'entrée de jeu, nous allons commencer. Notre première question est celle de savoir quelles sont les principales techniques ou méthodes de recherche d'emploi en RDC. Ok, merci pour la question. Non seulement en RDC, mais c'est un peu aussi sur le plan international, quoi. Okay. Il y a des techniques de recherche d'emploi, mais ces techniques-là chutent dans ce qu'on appelle les outils. Alors, nous avons les CV, la lettre de motivation, la préparation à l'entretien d'embauche, ainsi que les voies de sortie pour cette recherche d'emploi là-bas. Alors, les techniques de recherche d'emploi font partie aussi de ce que nous appelons l'orientation professionnelle, hein, pour que la personne puisse se diriger vers le milieu de du travail, quoi. Ok. Alors, nous devons orienter le demandeur d'emploi normal depuis que la personne est dans le milieu éducatif. Il ne faut pas attendre qu'on puisse décrocher les diplômes pour commencer maintenant l'orientation. Alors, quels sont les outils des techniques de recherche? Le premier outil, c'est les CV. En fait, les CV, c'est un document. Et ces documents-là, quand on adresse, on met plus l'accent sur les profils, sur les compétences, sur l'expérience, mais en passant par la formation. Et en dehors de la formation, nous avons aussi ce qu'on appelle il y a la formation de base. On est licencié, gradué, master, tout ça. Mais il y a aussi des formations continues avec les brevetages, les certificats, tout ça. Donc, c'est un document qui nous demande d'écrire tout ce que je viens de citer là. Formation, expérience, profil, vous comprenez un peu, compétences. Le deuxième outil, c'est la lettre de motivation. C'est un courrier. Mais dans ce courrier, nous avons l'entête bien sûr, hein, vous mettez votre nom comme tout courrier, quoi. Oui, ça. Il y a les informations de vous, les candidats, qu'on venait d'évoquer au niveau de votre CV. Donc, les formations, les profils, l'expérience et les compétences. Alors, dans la lettre, vous devez aussi montrer ce qui peut accrocher ou qui peut susciter l'intérêt du recruteur. Quand vous écrivez au recruteur, alors, il faut aussi souligner, il faut être aussi précis dans la lettre. Hein. Hier, on parlait de la lettre de demande d'emploi, mais aujourd'hui, on parle de la lettre de motivation. Parce que hier, la lettre d'emploi était juste figée aux offres. Mais la lettre de motivation peut même surpasser l'offre. Comme vous êtes là, moi j'ai un hôtel, vous pouvez toujours, il n'y a pas d'offre, mais vous me dites, moi par rapport à mon expérience, par rapport à ma formation, moi je peux vous apporter telle chose. Et vous verrez que l'employeur pousse même un cri, ah je ne savais pas. Vous n'attendez pas. C'est pourquoi aujourd'hui on met l'accent sur la lettre de motivation. Donc, qui est offre ou pas, vous pouvez toujours envoyer votre lettre. Vous pouvez même intéresser le recruteur et intéresser l'employeur que moi, je peux apporter quelque chose. Ça, c'est le deuxième outil. C'est OK. Vous comprenez un peu. Alors, mais dans la lettre, il faut d'abord connaître aussi l'entreprise. Il ne faut pas postuler à vue. Vous devez connaître les rôles, les missions de cette entreprise-là et montrer qu'il y a adéquation entre le poste et votre formation, vos réalisations, vos compétences ainsi. Hein, vous comprenez un peu vos expériences, vos qualités personnelles. Vous comprenez? Et puis, on peut passer maintenant au troisième outil, c'est l'entretien d'embauche. En fait, l'entretien là, maintenant, physiquement, vous rencontrez les recruteurs. Pas nécessairement l'employeur, mais la personne qui est chargée
du recrutement. Donc, alors, à ce moment-là, vous devez vous préparer, on se prépare. On ne vient pas comme ça, comme si un patient qui vient à l'hôpital pour dire que j'ai mal à la tête et tout ça. Mais là, on doit se préparer. Il faut se préparer comment, quelles sont les questions. C'est connu, malheureusement, pas malheureusement, mais aujourd'hui, nous sommes juste dans les grandes lignes. Mais les jours où on aura le temps de les intéresser, le public cible soit dans une salle, là, on va leur dire, bon, voilà les types de questions qu'on pose. OK? Vous devez aussi vous munir de votre CV, de votre carte de demandeur d'emploi, de votre diplôme, ainsi de suite. Vous devez vous renseigner sur l'histoire, les missions de l'entreprise auprès de laquelle vous postulez. Vous devez avoir une idée sur la description même de ces postes-là. Ne venez pas, non, je cherche l'emploi, Nazo Lukamoussa, là, non. Je viens parce que vous recrutez un comptable, parce que moi, je veux vous proposer qu'il y ait un spécialiste dans l'intelligence artificielle. Alors voilà, et vous argumentez. Donc vous devez être prêt par rapport... mais vous devez aussi être informé qu'il y a des questions courantes, du genre, parlez-moi de vous-même. Quels sont vos points forts, vos points faibles? Et quand on parle de points faibles, ce ne sont pas les vrais points faibles au sens du vocabulaire. Vous pouvez dire par exemple que moi, quand je suis au milieu du travail et quelqu'un commence à pleurer, je ne sais pas pourquoi, mais moi aussi je pleure, c'est un point faible. Oui. Donc même, vous devez dire que les points forts, je peux résister au stress, je peux aller même au-delà des heures de travail. Excusez-moi. Donc vous voyez un peu. Donc, je mets encore l'accent sur la situation d'entreprise, les tâches, les actions, les résultats qu'on attend de vous. Si vous me prenez, voilà, vous me recrutez, voilà, vous pouvez bénéficier de ceci ou de cela. Montrez vraiment que vous êtes important. N'allez pas avec l'idée d'un demandeur qui a la main tendue. Voilà un peu en gros. Alors, il y a aussi certaines attitudes quand on est devant les recruteurs. Comment est-ce que vous êtes habillé? Je ne pense pas que vous pouvez venir à un entretien d'embauche en culotte. Non. Donc vous devez bien vous présenter. Préparez bien vos réponses. Montrez aussi la confiance qu'on peut faire en vous. Il y a certaines attitudes, par exemple, écoutez attentivement les recruteurs. Ne pas l'interrompre. Quand ils vous posent des questions, vous l'interrompez. Voyez un peu ce genre d'attitude qu'il faut avoir. Alors, et surtout mettre l'accent sur les compétences. Et à la fin, savoir même dire merci à l'intervieweur. Il faut avoir, montrer même votre gratitude, quoi. D'abord, d'être reçu, c'est déjà un honneur quand on vous invite. C'est un honneur. C'est ça. Il faut savoir dire aussi merci. Donc, voilà un peu en quelques mots. Donc, pour me résumer, parmi les techniques, retenons qu'il y a les CV, mais quels sont les éléments? C'est votre formation, votre expérience, votre profil, vos compétences, qu'est-ce que vous pouvez réaliser, qu'est-ce qu'on peut attendre de vous. Et puis deuxième outil, c'est la lettre qui a remplacé la lettre de demande, qui ne s'accrochait qu'aux offres. Maintenant, vous aussi, vous pouvez aller vers l'employeur et forcer. Et ce qu'on demande d'ailleurs aujourd'hui. Et puis l'entretien, là on vous reçoit, c'est un honneur, et savoir comment s'exprimer. Voilà un peu, en quelques mots, les outils qui sont utilisés. D'accord, merci beaucoup, professeur, pour vos réponses. Nous avons retenu qu'il y a le CV, il y a la lettre de motivation, et si on vous sélectionne, là vous allez passer maintenant au troisième étape de l'entretien. Vraiment. D'accord. Monsieur le professeur, nous voulons connaître quels sont les canaux les plus efficaces pour faire des recherches de l'emploi. Les canaux les plus efficaces. Actuellement. Dans le monde numérique, comme la technologie évolue, quels sont vraiment des canaux efficaces? Bon, pour trouver un emploi, il y a des voies par lesquelles il faut passer. En dehors des outils, aujourd'hui, nous devons utiliser l'intelligence artificielle. L'Internet doit beaucoup nous aider. Vous devez être informé d'abord des services publics d'emploi à ces programmes, emploi diplômé, orientation professionnelle en milieu éducatif, les techniques que je venais de les souligner. Alors, vous devez maintenant entrer dans les softs sur Internet pour savoir, et à vous de poser maintenant des questions.
Nous avons des applications telles que Google. Nous avons des applications telles que TikTok. Parce que les gens pensent que TikTok, ce ne sont que des blagues. C'est aussi riche. C'est ça. Facebook, YouTube. Okay. Alors, posez juste la question, quelles sont les entreprises qui recrutent, offrent d'emploi en RDC, à l'extérieur. Et on va tout vous balancer. Mais vous passez votre temps avec les téléphones juste pour les jeux de cartes et les blagues. Okay. Donc il y a autant d'applications. Quelles sont les compétences recherchées? Vous comprenez un peu? Qu'est-ce qu'on attend de nous? Hein? Quelle qualité, quelles compétences qu'on attend de nous? Donc voilà un peu. Bref, parce que si vous êtes seulement devant la télé, hier on avait une seule chaîne, la radio nationale, tout le monde savait qu'aujourd'hui il y en a plein. Pendant que vous êtes sur une chaîne, l'autre est au niveau du football, ainsi de suite. Alors, utilisons ces applications-là. Vous faites la recherche en termes d'offres. Et quand vous parlez des offres, parlez aussi des fiches métiers. Quelles sont les fiches métiers? Parce que les fiches métiers viennent après les diplômes. Si vous êtes économiste, les fiches métiers vont vous décrire qu'un économiste peut être comptable, auditeur interne et externe. Il peut être gestionnaire de projet, il peut être financier, ainsi de suite. Okay. Alors vous aussi, vous devez chercher ces offres-là par rapport aux fiches métiers. Parce que quand vous dites offre d'emploi d'un économiste, l'offre, quand ils arrivent, ils disent nous recrutons un comptable, mais détenteur d'un diplôme en économie. Okay. Vous comprenez un peu? Alors, quelles sont les compétences recherchées? Ces applications vont vous donner et vous vous préparez en conséquence. D'accord. Monsieur le professeur, est-ce que vous pouvez nous décrire actuellement la situation de l'emploi en RDC et les propositions que vous pouvez faire aux décideurs? Merci beaucoup. La situation en général. Ok. Je suis très content de cette question-là parce que tel que je viens de parler des techniques de recherche et j'ai souligné les outils, je confirme, c'est une théorie. Pourquoi je veux me justifier? D'abord, quelle est la situation de l'emploi en RDC? Premier point, c'est le chômage. Le chômage. Vous devez savoir que la population de la RDC est au-delà de 100 millions d'habitants. Bientôt, on atteint même les 120. Est-ce que vous avez imaginé qu'en 1980 ou 75, ça fait 50 ans, on était à moins de la moitié, moins de 60 millions. On pouvait se comparer avec le Canada, avec d'autres pays, mais aujourd'hui, on a presque doublé, presque triplé l'effectif. Par contre, ailleurs, pas encore. Alors, on ne doit pas tout copier des autres. Nous devons avoir nos propres objectifs spécifiques, conjoncturels comme structurels. Alors, aujourd'hui, en RDC, si on est à 120 millions, mais la population, les 120 millions d'habitants, ce sont les mineurs, la population active qui est à l'âge de travailler, et puis le troisième âge. Mais on se rend compte que la population active qui est à l'âge de travailler, de 18 à 65 ans, atteint à presque 80 millions d'habitants. Maintenant, si la population est à 80 millions, combien travaillent déjà et combien peuvent chercher? Vous allez vous rendre compte, il y a trois catégories. Première catégorie, c'est qui travaillent. Déjà au niveau de la fonction publique, qui est le plus grand employeur, on n'a pas encore dépassé 1,5 million. Même dans les 1,5 million, il y a des gens qui sont comptés doublement. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a fini en médecine. Il est médecin. On l'a recruté dans un centre de santé, un centre public. Il a un numéro matricule, non? Mais s'il a distingué, il est retenu comme assistant. Il a aussi un deuxième numéro matricule. Il est parmi les 1,5 million. Donc on n'a pas encore dépensé. Sur les 80 millions, je peux même réduire jusqu'à 60 si je dois être rigoureux. Alors, 1,5 million. Maintenant, à part ça, nous avons les entreprises publiques du portefeuille de l'État. Ils n'ont pas encore dépassé 1 million d'effectifs. Arrondissons à 1 million. On a de 1,5 million à 1 million, on est à 2,5 millions. Les entreprises privées n'ont pas encore atteint aussi 1 million. De 2,5 millions, on est à 3,5 millions. Les organismes internationaux, tout ça, n'ont pas encore atteint aussi 1,5 million. Donc, on est à 4,5 millions quand on a arrondi. Est-ce que vous pouvez comparer 4,5 millions multiplié par 10? Non, c'est 45 millions. Mais si on doit aller au-delà. Donc, moins de 10% travaillent formellement, ont un numéro matricule, sont bancarisés. Ça doit nous interpeller, moins de 10%. Moins de 10%.
Et les autres qui arrivent comment à payer leur loyer, à prendre un verre, ils sont dans le secteur informel. Même les chauffeurs de taxi bis, ils ne sont pas formalisés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas reconnus ni par la sécurité sociale, ni par certains avantages, allocations familiales, soins de santé, ainsi de suite. C'est de l'informel. Les gens qui vendent à côté du marché ne sont pas répertoriés, c'est de l'informel. Et puis il y a aussi ceux qui ne font rien, ils n'ont rien. C'est aussi, tu vois un peu les demandeurs d'emploi. Donc, d'abord, la situation de l'emploi, je vous l'ai dit déjà, nous sommes moins de 10% de la population travaille formellement. Maintenant, même si je viens de parler des techniques de recherche, vous ne trouvez pas que je suis théorique? À quoi ça va servir les 90% qui est resté? Ils vont postuler où? Et puis quand j'ai parlé des CV, j'ai parlé d'expérience, j'ai parlé de la formation. Mais la Constitution nous demande quoi? Que tout le monde a droit au travail. Que vous n'êtes pas scolarisé. Vous avez droit. La Constitution vous protège. Si vous faites partie des personnes vulnérables, vivant avec handicap, vous avez aussi droit. Parce qu'il y a plusieurs sortes d'handicap. Okay. Alors, tout le monde a droit. Et ces techniques ici vont aider tout ce monde-là. C'est comme si ce sont des techniques qui sont réservées aux personnes qui ont étudié. Et pour votre information, depuis qu'on a créé les universités au Congo, on n'a pas encore atteint 4 millions de diplômes. Et c'est nos frères, nos sœurs, nos parents qui nous ont laissés, qui sont morts, qui sont des universitaires. Donc, on est encore en deçà de 4 millions. D'accord. Donc, maintenant, c'est 80 millions ou 70 millions qui attendent d'être recrutés. Donc, sont plus nombreux que les diplômés, ceux qui n'ont pas de diplôme. Alors, mes techniques-là, est-ce qu'ils vont aider tout le monde? Ce sont des techniques un peu injustes. Discriminatoire. Bon, je vois, monsieur le professeur. Vous pouvez, alors, les recommandations. Par rapport aux recommandations, la première des recommandations, c'est vraiment une citation pour dire que nous devons quitter les schémas traditionnels. Nous devons quitter vraiment les notions classiques. Tout ce que nous publions, nous écrivons comme article et tout ça, c'est vraiment classique, c'est vraiment traditionnel. Mais nous devons revenir d'abord sur notre contexte, la superficie, nos richesses, nos ressources naturelles, tout ça. Alors la première des choses, la première des recommandations, c'est au niveau de l'autorité suprême. Okay. La RDC fait partie est membre de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Et les services publics d'emploi de la RDC a déjà ratifié même. La dernière question, monsieur le professeur, quel message que vous pouvez adresser à la jeunesse congolaise et surtout aux demandeurs d'emploi? Merci beaucoup. Cette question est vraiment très capitale. En tout cas, je suis très content. D'abord, la jeunesse, définition. Qui est jeune? La jeunesse commence les jours de la naissance. C'est ainsi que, d'abord, le premier message, c'est adressé aux parents. De bien éduquer leurs enfants, d'être souple quand l'enfant grandit, d'abord de bien l'éduquer, de l'envoyer à l'église. Et là, nous demandons à toutes les autorités de l'église d'insérer aussi en dehors de la Bible, en dehors du Coran, s'il y a moyen qu'on insère l'éducation à la citoyenneté. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes sur la route, quelqu'un vous injurie sur une injure qu'on ne peut pas parler en public comme ça, mais un peu anatomique. Alors, il y a les premières éducations, ça vient des parents. La deuxième éducation de l'église, on passe aussi à l'éducation de la citoyenneté. La troisième éducation vient de l'école. Et puis la quatrième, c'est vraiment la citoyenneté dans la rue. Nous devons tous... Donc le message, c'est que c'est à nous d'abord d'aider les jeunes. Et maintenant, le message qu'on peut adresser aux jeunes, c'est d'avoir une formation. Et la formation, les gens pensent que, un peu comme nous pensons que l'emploi, c'est la fonction publique et le numéro matricule. Et puis quand vous dites, c'est la formation professionnelle. Alors, je demande aux jeunes de connaître un métier, d'être formés. En dehors de la formation de base, il y a aussi la formation professionnelle. Et aujourd'hui, il y a l'outil informatique qui prend de la valeur. On demande même à un médecin, même à un chirurgien, de maîtriser l'outil informatique. Donc, nous devons être formés. Et aux demandeurs d'emploi, du fait que nous venons de demander la réforme du système éducatif, ne vous arrêtez pas à votre diplôme.
je suis gradué, je suis licencié, j'ai un master, j'ai un doctorat. Essayez d'ajouter la formation continue. Aujourd'hui, si vous avez fait l'économie, vous êtes un généraliste. Si vous avez fait la médecine, vous êtes un généraliste. Mais par rapport aux fiches métiers, là, d'abord, pour ceux qui ont étudié, cherchez un domaine. Je suis comptable. Et je vais souligner. Est-ce que vous savez que même pour le CV d'un comptable, il y a un CV standard, mais quand vous devez vous présenter dans un hôpital, on a besoin d'un comptable. Les CV différents de quand vous devez vous présenter dans une banque, quand vous devez vous présenter dans un hôtel, c'est vraiment très différent. Okay. Donc, vous qui avez étudié, vous qui avez les diplômes, ajoutez cette formation continue. Il y a l'INPP qui est là, il y a d'autres centres de formation professionnelle. Donc, c'est un message très capital. Et les jeunes qui, pour une raison, n'ont pas été à l'université, mais qui vous dit que pour être riche, il faut être universitaire. Essayez aussi d'avoir une formation, même au niveau professionnel, par exemple. Et on a vu un licencié qui est locataire, mais quelqu'un qui a fait la formation professionnelle, il a un immeuble à lui. Et les licenciés sont locataires. Donc, ne soyez pas complexés. Si vous n'avez pas... Donc, vous devez avoir cette idée-là. Même si vous êtes aussi universitaire, allez même dans la formation professionnelle. Maîtrisez l'outil informatique. Et qu'est-ce qui vous empêche de maîtriser même la réparation d'un ordinateur? Ça vous coûte quoi. Ne soyez pas complexés, soit complexe de supériorité, soit d'infériorité. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà le message adressé à la jeunesse.